Bonjour, je suis Aïcha et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous accueillir sur Jigen sans tabou, le podcast qui donne la parole à des femmes résilientes ayant eu des parcours de vie hors du commun. Des femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu et de leur stratégie de résistance. Ici, mes invités se confieront avec beaucoup d'émotion et feront preuve d'une résilience à toute épreuve. Ici, sur Jigen sans tabou, on parle sans langue de bois afin de libérer la parole dans un environnement bienveillant et intime. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mam Dantibadjan, une femme de 34 ans, souriante, agréable, avec qui j'ai énormément apprécié faire ce podcast. Mam est coach, conférencière, formatrice et surtout une thérapeute experte qui accompagne les femmes atteintes de vaginisme à guérir et à avoir une sexualité sans peur ni douleur. Le vaginisme est encore un sujet très tabou et touche malheureusement beaucoup de femmes. Elle en a elle-même souffert et depuis sa guérison, elle accompagne les femmes qui en sont atteintes à retrouver une sexualité épanouie, un couple harmonieux et renoué avec leur désir de devenir maman. Elle est la créatrice de la méthode Je guéris du vaginisme, qui est une méthode holistique en 5 étapes qui permet de guérir en moins de 3 mois. Je vous laisse découvrir le parcours inspirant de Mam. Bonjour Mam. Bonjour Aïcha. Comment tu vas ? Écoute, je vais super bien. Et toi ? Ça va super. En tout cas, merci beaucoup de m'accorder ce petit moment privilégié avec toi parce que je sais que tu as un emploi du temps assez chargé et que tu viens de finir justement un challenge. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. Alors, on va parler aujourd'hui de toi, de ton histoire, du vaginisme, bien évidemment, de ta guérison et maintenant de ton métier de coach experte en vaginisme. Comment tu te sens de témoigner d'un sujet tabou comme celui-ci à mon micro ? Alors, je suis très contente parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'aime le mettre en lumière. Et à chaque fois que j'ai des occasions de lever le voile sur ce sujet, je les saisis parce que je sais que ça touche beaucoup de femmes. Et plus on va en parler, plus ça sera connu et le tabou sera quelque part cassé. Et des femmes pourront se faire aider pour sortir de ce silence qui leur pourrit la vie. Donc, avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation parce que je pense que ça va aider et impacter beaucoup de femmes. Tout à fait, tout à fait. Je vais te poser une première question. Alors, quel conseil donnerais-tu à l'enfant que tu étais, toi adulte, qui connaît maintenant la suite de son histoire ? J'adore cette question. Elle fait toujours sourire, cette question. Ah oui, franchement, elle fait toujours sourire et j'adore. Alors, je lui dirais de se faire confiance, de faire confiance à sa petite voix intérieure parce que depuis toujours, j'avais toujours une petite voix qui me guidait, qui m'aidait. Mais je ne l'ai pas écouté très tôt, j'avoue. Et je pense qu'à la petite fille intérieure, je lui aurais dit, fais-toi confiance, tes intuitions sont justes, va vers ces choix-là et surtout écoute-toi et ne laisse pas les autres te dire ce que tu dois faire et surtout aie confiance en toi par rapport à ma valeur personnelle, par exemple. J'ai beaucoup douté pendant longtemps. D'accord. Et je sais qu'à cette petite fille, je lui aurais dit, fais-toi confiance, fais confiance à ta petite voix intérieure, fais-toi confiance et une grande estime de toi et de ta valeur. Parle-nous un peu de ton enfance, de l'environnement dans lequel tu as évolué, ta relation avec tes parents. Alors, donc moi, je suis née à Dakar, au Sénégal, en 1987. J'étais dans une famille, entre guillemets, normale, si je peux dire ça. Je vivais avec mon père et ma mère, donc à Dakar. Je viens d'une famille assez, je veux dire, aisée. Quand je compare à d'autres familles sénégalaises, j'avais quand même beaucoup d'avantages et de privilèges. J'allais dans une très bonne école privée à Dakar, la meilleure de Dakar. Mon père est professeur d'université, donc on avait un cadre à la maison. Les études étaient très, très importantes. Il y avait un super suivi de la part de mes parents qui aimaient beaucoup les études, l'avenir professionnel. C'est vrai que c'est quelque chose qu'à la maison, on en parlait souvent. C'était quelque chose qui était mis en avant, les études. Oui. Mon père étant professeur d'université,
c'est quelqu'un pour qui les études, c'est vraiment crucial, en fait. D'accord. Il y avait un véritable suivi à ce niveau-là, pour les orientations. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. D'accord. Et ma mère et les femmes d'affaires, ils étaient aussi vraiment derrière nous pour les études, pour la réussite à l'école. Très vite, je pense qu'ils nous ont inculqué les valeurs du mérite, du travail. C'est important de bien travailler à l'école, d'avoir des bonnes notes. Donc, j'ai grandi dans ce cadre-là. Et de l'excellence aussi, parce que maintenant que j'y pense, je pense que mes parents aimaient beaucoup l'excellence et nous ont éduqués dans ces valeurs. Il y avait aussi beaucoup de respect entre nous, beaucoup d'amour aussi, même si ça ne se manifestait pas de façon concrète. Mais j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de soutien aussi entre nous. D'accord. Tu es l'aînée de ta famille? Tout à fait. Je suis fratrie de 5 enfants. J'ai 3 sœurs et un frère. Donc, je suis la plus âgée. D'accord. Donc, voilà, c'est une enfance plutôt normale. Des parents qui ont toujours été là. Ma mère qui a beaucoup donné pour notre éducation, nos études. Et je juge qu'ils ont été des parents vraiment exceptionnels qui nous ont tout donné. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à parler librement de sexualité avec tes parents? Alors maintenant, oui, ça a beaucoup changé, mais avant, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est un sujet tabou? Ouais, c'est un sujet très tabou, même inexistant. On n'en parlait pas du tout. Et dans l'éducation que j'ai reçue, la sexualité n'avait aucune place. Les seules choses que ma mère disait, c'était de faire attention. Enfin, j'avais vraiment un tableau, elle peignait un tableau très négatif de la sexualité. Donc, tout ce que je savais de la sexualité, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'était que c'est dangereux, c'est pas bien, c'est sale, il ne faut pas en parler, etc. Et on n'en parlait vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Et ça me passait même pas à l'esprit d'aborder ce sujet avec mes parents. C'était juste pas possible, en fait. D'accord. Et même autour de toi, moi je sais que me concernant, ça a été ma grand-mère. Toi, à côté, il n'y avait vraiment pas de ressources Non. pour en parler? Personne ressource pour en Non, parler? vraiment, il n'y avait personne pour en parler. Et puis moi, à un moment donné, j'ai occulté ce sujet-là complètement parce que j'en parlais même pas à mes copines. Finalement, comme c'était un sujet que je rejetais à force d'entendre ma mère dire que c'est pas bien, etc. Attention aux garçons, il faut que tu arrives vierge au mariage, l'hymen, etc. Donc, je pense qu'inconsciemment, j'ai occulté ce sujet. Il ne m'intéressait vraiment pas du tout. J'étais focalisée sur mes études, sur mes examens, sur mes notes, mes examens, etc. Et j'avoue que personnellement, enfant, je ne m'intéressais pas à ça. Dans ma tête, l'équation, c'était, on m'a dit que c'était pas bien, écoute, j'oublie. Et je pense que mon cerveau l'a occulté. C'est pour ça qu'après, j'avais des lacunes même à ce sujet. Je connaissais rien du tout. Je connaissais pas mon corps. Je connaissais vraiment rien. J'étais une alphabète sexuelle, en fait, comme je le dis. À cette époque-là. Maintenant, tu es une experte. Une experte, ouais. Ensuite, tu viens poursuivre tes études en France et tu rencontres l'homme qui deviendra par la suite ton futur mari. Ça s'est fait dans quelles circonstances? Alors, au Sénégal, comme je t'ai dit, j'étais dans une très bonne école, une école française et privée. Et à la fin, quand j'ai eu mon bac, pour mes parents, c'était une évidence que j'aille continuer mes études en France. Parce qu'au Sénégal, les familles qui ont les moyens envoient leurs enfants faire leurs études en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Et mes parents, c'était leur choix. J'avoue qu'ils ne m'ont pas vraiment demandé mon choix. Comme ça et pas autrement. D'accord. Et donc, j'y pense, il n'y a jamais eu de discussion sur le sujet. Je pense qu'ils ne m'ont jamais demandé si je voulais rester au Sénégal ou partir en France. Mais tu as quand même eu le choix de tes études, hein? Pas vraiment, vraiment pas du tout. C'était quelque chose un peu d'imposé, dans le sens où, à l'époque, je pense que je ne savais pas ce que je voulais. Et puis même dans mon éducation, il n'y avait pas trop la place à s'exprimer, dire ce qu'on veut faire. On suit un petit peu ce que les parents tracent pour nous. Et ça a été mon cas. Quand j'ai eu mon bac, j'ai vu ma mère commencer à s'activer pour que j'aille poursuivre mes études en France. Pareil pour mon père. Il avait postulé dans des universités. Je ne savais même pas pourquoi. Moi, j'ai eu un bac S. J'ai eu un bac S et j'ai vu qu'il avait postulé. J'ai été acceptée dans 3-4 universités. Et t'es dans quelle branche? Alors, il y avait plusieurs branches. Il y avait une branche autour de la comptabilité, finance, gestion. Une autre branche autour des réseaux télécommunications en Bretagne. D'accord. Et je pense qu'il y avait autre chose autour de la mécanique ou quelque chose comme ça.
Puis à un moment donné, ma mère, femme d'affaires, une femme d'affaires brillante, elle dit, bah écoute, tu vas faire de la compta parce qu'il y a beaucoup d'argent. Voilà, c'est comme ça que... Bien évidemment. Elle a dit ça. Alors elle, une femme d'affaires, voilà, elle est dans le business, donc elle m'a dit, je me rappelle, elle a dit ça, écoute, on ne va pas hésiter de midi à 14h. Puis ma mère, c'est une femme vraiment forte, une femme vraiment, voilà, elle décide, quoi. Elle est très, très visionnaire aussi, hein. Donc, elle a dit, écoute, tu vas faire de la compta et tu vas voir, c'est mieux, il y a de l'argent, tu seras en contact avec l'argent. À l'époque, c'est comme ça qu'elle voyait les choses et je pense qu'elle est encore dans ce mode de pensée. Et puis moi, j'ai dit, OK, alors que moi, je n'avais jamais fait même de la compta au lycée, hein. Moi, j'ai un bac S. Je m'attendais à faire peut-être des études plus techniques et autres. Et donc, je me suis retrouvée dans le sud de la France en 2006 à Tarbes, à côté de Toulouse, où je suis arrivée là, donc j'arrive, le choc mais total, mais le choc le choc des cultures. Ah mais vraiment, et je l'ai vécu, c'était très violent parce que je n'ai rien compris. Donc je quitte mon Sénégal natal, où j'ai grandi, où j'avais tous mes repères. Et du jour au lendemain, je me retrouve parachutée dans le sud de la France. Mon père m'avait accompagnée, il est resté, je pense, quelques mois avec moi le temps que je m'installe. Mais quand j'arrive, parce qu'au Sénégal, j'avais quand même une petite vie de petite princesse, si je peux dire ça. On faisait tout pour moi, on avait des femmes de ménage, en chauffeur. Il y avait les bindan, il y avait tout ça. Les mindan, tu connais, voilà, les mindan, je savais même pas faire à manger, on me faisait tout. Et là, j'arrive, je dois faire mes courses moi-même, faire ma chambre, ranger mes affaires. J'étais complètement paumée. Mais heureusement que je suis quelqu'un qui apprend vite et qui m'adapte très, très vite. Ça, c'est une de mes qualités. Donc, assez rapidement, j'ai compris ce qui était attendu de moi. Et assez rapidement, voilà, j'ai pris les choses en main. J'ai appris à mieux m'organiser, à être plus responsable, autonome. Donc, en quelques mois, j'avais pris les choses en main. Mais c'était plutôt la culture, la différence culturelle qui me choquait quand je voyais des femmes fumer, des gens dans la rue s'embrasser. Maintenant que je pense, ça me choquait, mais complètement. Et je ne comprenais pas avec ce qu'ils font. Et ce n'était pas facile, mais je pense que l'être humain s'adapte aussi. Et c'est comme ça aussi qu'on grandit, qu'on évolue. Et à un moment donné, voilà, c'était mon nouvel environnement. Je devais m'adapter à celui-là et ça m'a beaucoup fait grandir et évoluer en tant que personne. Et du coup, tu rencontres comment ton mari par la suite? Alors, par la suite, donc moi, j'étais dans le sud où j'ai fait toutes mes études jusqu'à mon master 2. Donc, j'ai eu un master en comptabilité, finance et audit. Et pour le master 2, il nous avait conseillé de faire des stages, pas des stages, en alternance. Et dans le sud, je n'avais pas trouvé. Du coup, je suis trouvée dans le nord. Chez les ch'tis. Chez les ch'tis. Les gens n'ont pas compris. Mais mam, qu'est-ce qui te prend? Attends, le sud, le soleil, t'arrives ici. Pourquoi? Quel choix? Le sud jusqu'au nord, c'est vraiment... Même moi, j'ai pas compris. C'est un autre choc des cultures. Ah, mais complètement. Franchement, ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout les mêmes réalités. C'était complètement différent. Pas le même climat aussi. Donc, pareil, j'arrive, je m'adapte. Moi, je suis quelqu'un, je pense, l'une de mes plus grandes forces, c'est l'adaptation. J'arrive en quelques mois, je m'adapte et j'ai pas peur du changement. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai connu plein dans ma vie, des nouveaux départs, des recommencements, du changement. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Et donc, j'arrive dans le Nord et c'est là où je l'ai rencontré. Donc, dans une association au départ où j'allais, et du coup, il était membre aussi de l'association. On ne se fréquentait pas plus que ça dans l'association. Et c'est un jour, quand on partait en voyage autour de l'association, on allait faire des actions. On a partagé la même voiture et c'est là où on a fait connaissance. On a beaucoup parlé, échangé. Et c'est là où l'histoire a commencé. Vous décidez de vous unir? On est d'accord? Tout à fait. Combien de temps? Moins d'un an, on décide de nous marier. Donc, on se marie. C'était génial. On était contentes. Nos parents, ça s'est super bien passé des deux côtés, des deux familles. Tout le monde était content. Donc, ça, c'est déjà un soulagement parce que des fois... Tu es l'aînée. Exactement. Tu es la première des filles qui se marie. Alors, ma sœur s'était déjà mariée quelques mois ou 6 mois, 7 mois avant moi. D'accord. Mais j'étais l'aînée. Puis ma mère, voilà, moi, comme je t'avais déjà dit, moi, j'ai grandi avec
en fait, cette injonction de tu es l'aîné, tu es l'exemple de la famille, tes sœurs et tes frères, bah, c'est toi leur exemple. Donc, en gros, tu as intérêt à faire bien les choses parce que sinon, bah, en fait, elles vont copier sur toi. Donc, moi, j'avais très tôt cette responsabilité-là sur les épaules. Du coup, j'étais un peu une fille modèle parce que je sais que ma mère, voilà, elle me l'a tout le temps dit, t'es l'aîné, tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. Un exemple, voilà, un exemple. Et moi, j'ai joué ce rôle parfaitement. Donc, j'étais vraiment la fille exemplaire de la famille. Donc, je me marie et on était super contents, nouveau départ, une nouvelle vie, sachant que je me suis préservée jusqu'au mariage. Donc, on s'est dit, génial, on s'est mariés. Donc, ça nous laisse plein d'opportunités de voyager, faire plein de choses, avoir une vie sexuelle, être épanouie, parce qu'avant, bah, on sortait ensemble, mais il ne se passait rien du tout, parce qu'on attendait justement le mariage, on se préservait pour la nuit de noces. Et du coup, arrive cette fameuse nuit de noces, tant sacralisée, tant redoutée aussi, chez nous les femmes en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Donc, arrive cette nuit de noces et là, blocage total, mais vraiment impossibilité de, entre guillemets, consommer le mariage. Mon mari n'arrivait pas en fait à me pénétrer. Comme il disait, il avait l'impression d'avoir un mur à l'entrée de mon vagin. Il cognait dessus et d'ailleurs, moi, j'avais très, 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 très mal. Donc, impossible en fait. Et alors, moi, sur le moment, j'avoue que je me suis dit, ouais, mais c'est normal. On m'avait dit que la première fois, parce que avant de me marier, j'avais des copines, des cousines, des tantes qui m'avaient bien préparé à leur façon. Ouais, qui étaient passées par là. Et voilà. Et on te dit, c'est douloureux, tu vas voir, tu vas marcher comme un coq. Exactement, mais c'est horrible. Maintenant que j'y repense, je me dis, waouh, mais c'est incroyable. Et ces paroles, malheureusement, ne me laissent pas indemne. Ces paroles, je pense que je les avais bien ancrées, moi, au niveau de mon corps. Ça a fait que c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis refermée, j'ai bloqué. Parce que mes cousines me disaient, oh là là, tu vas voir, il y en a même une qui m'a dit, c'est comme si on te mettait un couteau, mais vraiment, les mots étaient trop choquants. Ma tante qui me dit, ouais, c'est normal, tu vas même être malade pendant une semaine. Je ne comprenais pas, je me dis, mais comment on peut tomber malade de ça? Normalement, ça doit être quelque chose de bien. C'est du plaisir qu'on prend, normalement, c'est comment on peut tomber malade par rapport à ça. Enfin, moi, Ouais, c'est... Oh là là. mais moi, en plus, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je vivais encore au Sénégal, je devais avoir 13-14 ans. J'avais une amie de ma mère, donc sa fille s'était mariée. Et en fait, ma mère, à 13 ans, 14 ans, elle me dit, Daba, elle s'appelait Daba la fille, elle s'est mariée. Écoute, faut que tu ailles la voir, c'est le lendemain de sa nuit de noces. Donc, moi, je pense que c'est aussi l'une des scènes qui m'a beaucoup traumatisée. Donc, moi, j'y vais, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pensais qu'il y aurait une fête. Et j'arrive, je la vois, la femme qui venait d'avoir sa première fois la veille, couchée, mais vraiment couchée avec un pagne tissé sur elle. C'était plus la même. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, ce soir-là. C'est une scène choquante, ça. Mais c'était hyper choquant, mais son visage était transformé. Elle avait limite un peu même gonflé. Elle était en état, vraiment comme c'est quand tu sors de l'hôpital et que tu es en, je sais pas comment on appelle cet état-là, quand tu te remets d'une maladie. Mais elle n'était pas bien. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, je la connaissais, cette jeune femme. Et là, j'ai vu son état, je demandais à tout le monde, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a? Et puis je me suis mise à pleurer pour elle, parce qu'en plus, moi, je suis une hypersensible. Donc, tout ce quand je l'ai vue dans cet état, ça m'a mis, enfin, je commençais à pleurer parce que je voyais qu'elle n'était pas bien. Et je demandais aux femmes qui étaient là, elles me disent, bah ouais, c'est ça, hein, la première fois, ça fait mal, hein, tu vas voir, quand ce sera à ton tour. Et je pense que ça m'a vraiment... Tu n'as pas vécu la même chose. Et ouais. c'est... Elle était vraiment, voilà, elle n'était pas bien. Enfin, et du coup, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, il y a certaines personnes qui disent que oui, il y a des filles qui en font trop, justement, pour simuler, pour montrer qu'effectivement, elles étaient vierges. Parce qu'apparemment, si tu fais comme si de rien n'était, en fait, le message inconscient que t'envoies, c'est que, en fait, tu vois, donc peut-être qu'il y avait un peu de cinéma, je n'en sais rien, j'avoue que je sais pas, je n'en ai pas reparlé par la suite, parce qu'après, elle est partie rejoindre son mari, donc on ne s'est plus revus, mais c'est vrai que ça, quand même, et puis là, elle était là, alitée, tu vois, un peu comme une malade qui vient, qui était vraiment pas bien. Donc, je retournais à la maison, j'ai dit à ma mère,
j'ai vu ta barbe, mais je ne l'ai pas reconnue, mais pourquoi elle était comme ça? Et ma mère, elle m'a dit, bah, c'est normal, elle vient de se marier, c'est ça, la nuit de noces, la première fois, ça fait mal, hein, etc. Puis elle en a rajouté, donc moi, j'étais là et je me posais plein de questions sans réponse. Enfin, on t'a vraiment martelé le truc, quoi. Ah, mais complètement, Nuit de complètement. noces égale douleur, égale souffrance, Et, égale... exactement, exactement. Je pense que j'ai ancré tout ça, imprimé tout ça dans mon corps, ce qui a fait que donc, moi, je suis arrivée à la nuit de noces aussi avec ce bagage-là. Hein. Sans surprise, ça s'est super mal passé pour moi parce que j'avais peur. J'avais peur d'avoir mal, j'avais peur de saigner, j'avais peur d'avoir une hémorragie, j'avais peur d'être malade, j'avais peur de... Enfin, vraiment, pour moi, la première fois, quand j'étais avec mon mari, j'avais toutes ces peurs et les paroles de ma mère qui revenaient, les images que j'avais vues de cette jeune femme. Donc, j'étais vraiment refermée et j'avais vraiment, vraiment peur et je fuyais. À chaque fois que mon mari venait vers moi, je le repoussais des fois, mais vraiment avec une force même que je ne soupçonnais pas. Du coup, les jours suivants, vous avez réessayé? On a réessayé et ça n'a pas fonctionné. Toujours, c'était la même chose, la même peur, la même phobie, la même angoisse. En fait, dans ma tête, l'équation, si je me laissais pénétrer, j'allais mourir. Mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment. C'est cette peur de la mort. Danger de mort. Pour moi, c'était pénétration égale danger de mort. Donc, ça a duré comme ça pendant des semaines, voire des mois. Et c'est au bout de 3 mois, je pense, où je me suis dit, attends, c'est pas normal. Puis, je pouvais en parler à personne parce que personne dans mon entourage était au courant. Puis, j'avais honte, un sentiment de honte et de culpabilité. Puis, cette peur qu'on ne croit pas parce que tout le monde pensait que j'étais mariée, heureuse, épanouie sexuellement. Mes cousines me disaient, waouh, le mariage te va bien, t'es trop belle et tout. Alors que moi, je souffrais. Du coup, je n'osais même pas leur dire que... Tu étais en souffrance intérieurement? Oui, voilà, j'étais en souffrance intérieurement. Et je n'avais pas suffisamment confiance aux personnes qui étaient autour de moi, sachant que c'était un sujet qu'on n'avait jamais abordé pour leur en parler. Et donc, je l'ai gardé. C'est notre secret d'État, mon mari et moi, pendant de longs mois. Donc, on n'en parlait qu'entre nous et personne ne savait. Et lui, il le vivait comment? Parce que ça doit être aussi difficile pour lui. Bah, complètement. Lui, alors au début, il était un peu dans le déni, je pense. Il me disait, mais non, t'as rien, tu vas voir, on va y arriver, t'inquiète pas. Très patient, vraiment très, très, très patient. Au début, en tout cas. Et moi, je lui disais, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal. Moi, je faisais pendant ce temps-là des recherches, donc j'avais mis un mot, j'avais vu en fait le mot, mais enfin, je me disais que c'est pas possible que ce soit ça. Et lui, il était patient, mais en même temps, je sentais aussi qu'il était quand même perdu parce qu'il s'imaginait pas ça, lui, dans sa tête. Bah, je vais me marier, je vais avoir des rapports sexuels comme tout le monde avec ma femme. Et là, qu'il était confronté à ce blocage, il s'est aussi beaucoup remis en question par rapport à sa virilité. Il me demandait s'il me plaisait assez, est-ce que c'était lui le problème, est-ce que... et voilà, il se demandait si vraiment j'étais amoureuse de lui. Et moi, ça me laissait qu'il me pose cette question-là parce que c'était le cas. C'est des questions que beaucoup d'hommes se posent dans ce genre de situation-là. Oui, tout à fait. Est-ce que ma femme, ma copine, ma petite amie m'aime? Est-ce que c'est pas de ma faute finalement? Est-ce que Tout à fait. Parce qu'ils se disent que bah, si elle n'arrive pas à se lâcher, à avoir un rapport sexuel, peut-être qu'elle n'a pas assez de désir. En fait, eux, les hommes, ils mettent ça sous le coup de peut-être je te plais pas assez, peut-être que tu as fait ce choix, est-ce que tu étais sûre de toi, etc. Donc, il a commencé à se poser des questions sur sa virilité, est-ce que c'était pas lui le problème. Pour moi, assez rapidement, je l'ai rassuré sur ça. Je lui ai dit que c'est pas toi le problème. Je pense que c'est moi, je pense que j'ai un problème, voilà. Mais, et puis il m'a dit, t'inquiète pas, voilà. Il était hyper rassurant, très, très patient et ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai commencé à chercher des solutions parce que moi, je sais que c'est aussi une de mes forces, c'est que quand quelque chose ne me convient pas, voilà, il faut que je trouve des solutions. Vous arrivez à poser le diagnostic du vaginisme? Alors, j'ai été voir mon médecin traitant à l'époque. À l'époque, j'étais comptable. Donc, comme je n'étais pas bien dans ma vie sexuelle, je n'avais pas envie d'aller au travail. J'étais vraiment très, très fatiguée. Et donc, j'ai été voir mon médecin. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, alors là, toi, je vais te mettre en arrêt. Tu n'as pas du tout l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il me met 2-3 jours en arrêt pour que je me repose parce que psychologiquement, c'était assez lourd. Et je pense que ça se voyait. J'étais très, très, très fatiguée, moralement et physiquement. Et puis, il m'a mis en arrêt. Et puis, il m'a dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu comme ça. D'habitude, quand tu viens, tu es toujours rayonnante. Mais là, je ne comprends pas. Et je lui dis, écoute, ça fait 3 mois que j'ai essayé avec mon mari, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à avoir de rapport sexuel. Je ne comprends pas ce que j'ai. Et donc, il me dit, oh, ça doit être du vaginisme, mais il me le dit vraiment l'air de rien, comme si c'était rien. Détaché. Détaché, franchement, je n'ai pas compris son détachement, parce qu'après, quand j'ai su ce que c'était, je me suis dit, mais pourquoi il me l'a dit de cette façon aussi légère?
Et il me dit, je vais t'orienter vers une consoeur gynécologue et puis elle va confirmer le diagnostic. Sans rien me dire de plus, sans me dire ce que c'était, rien du tout. Donc moi, je sors de là avec un mot vaginisme. Puis je m'empresse en fait d'aller sur Internet. Je pense que ça, c'est ce que font beaucoup de femmes. Donc je tape vaginisme sur Google et je tombe sur des forums de femmes qui expliquent ce qu'elles ont. Et c'était exactement les mêmes symptômes que j'avais. Donc j'ai dit, OK, donc je souffre de vaginisme. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le vaginisme parce que je pense qu'on est beaucoup, moi je le sais maintenant, mais on est beaucoup de femmes ne savent pas ce que c'est que le vaginisme. Elles n'en ont peut-être jamais entendu parler. Alors le vaginisme, en fait, c'est un trouble sexuel féminin, donc qui est très tabou, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc ça se caractérise par la contraction involontaire des muscles du périnée qui rend la pénétration douloureuse, très très douloureuse, voire impossible. Donc les muscles qui sont en jeu, c'est vraiment le plancher pelvien qui est très contracté et qui empêche en fait à la femme d'avoir un rapport par pénétration parce que l'entrée du vagin ne s'ouvre pas en fait. C'est comme s'il y avait vraiment un mur. Donc c'est ça le vaginisme. D'où le fait quand ton mari disait j'ai l'impression d'être face à un mur. Exactement. Et ça, moi, je ne comprenais pas. Il me dit j'ai l'impression de cogner un mur, ça ne passe pas. Et je lui disais mais continue, parce que moi, je voulais qu'on y arrive. En fait, à un moment donné, je lui ai dit force, quoi. Et lui, il était incapable de le faire. Il me dit non, tu vas avoir mal et j'ai pas envie de te blesser, de te voir crier. Moi, j'avais peur, je criais, j'avais mal. Je le repoussais aussi. Donc, c'est vraiment une pathologie qui existe. C'est pas dans la tête comme on peut penser à certains professionnels qui disent c'est dans ta tête, faut te détendre. Pas du tout. D'accord. C'est une pathologie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est vraiment un trouble sexuel qui est connu. Donc, c'est pas dans la tête des femmes, c'est pas des caprices, c'est pas une imagination. C'est une vraie problématique qui touche beaucoup de femmes, différents horizons. Et moi, je suis qu'à ce moment-là, je souffrais de vaginisme. Donc, le mot est posé. Ça va, je suis libérée parce que je sais ce dont je souffre. Ça a dû être justement une libération. Les deux. C'était une libération, mais en même temps, beaucoup de peur parce que tu te dis, waouh, j'ai ça. Alors oui, de mettre un mot sur ce que tu avais, c'est une libération, mais en même temps, de réaliser qu'on a un trouble, quoi. Enfin, de se dire, j'ai un trouble sexuel, mais comment ça, moi, je suis une femme équilibrée, normale, comment je peux avoir un trouble? Moi, c'était le mot trouble qui me dérange, enfin, je n'arrivais pas. Et justement, les causes qui peuvent expliquer ce phénomène, ce sont lesquelles? Alors, plusieurs causes. Ça peut être le manque d'éducation sexuelle, l'éducation stricte au sujet de la sexualité. Ça peut venir aussi un manque de connaissance de son corps, ce qui est complètement mon cas. Moi, je ne connaissais pas mon corps. J'avais même oublié que j'avais un vagin pendant très longtemps. Et ça peut venir aussi de trauma du passé, d'attouchement, de viol ou d'abus, que j'ai aussi eu à l'âge de 8 ans, mais que j'avais oublié. Et c'est dans ma thérapie que je me suis rendu compte que j'avais eu des abus dans mon enfance, vers 8 ans. D'accord. Donc voilà. Après, il y a différentes causes en fonction de la femme, son histoire. Avec les femmes que j'accompagne, des fois, on trouve des causes qui sont même pas très communes, très atypiques. Mais les causes générales, c'est globalement celles que je viens de citer. Du coup, vous recevez le diagnostic et vous en faites quoi? Moi, je dis, il faut que je trouve une solution à tout problème. Il y a une solution. Moi, je me suis dit... parce que toi, tu es cartésienne. C'est problème, solution. Mais tout le temps. Moi, pour moi, tout problème a une solution. Du coup, je me dis, écoute, moi, je suis une fonceuse. J'y vais, quoi. Donc, j'ai commencé à toquer à toutes les portes, à aller consulter sexologue, gynéco, thérapeute, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de déceptions aussi à ce niveau-là parce que j'étais confrontée à des professionnels qui ne connaissaient pas du tout, mais vraiment pas du tout, qui me posaient d'autres diagnostics alors que je fait du vaginisme, ou bien des professionnels qui banalisaient mon problème, qui me disaient que c'était rien, qu'il faut juste que je me détende. En tout cas, qui ne répondaient pas aux questions que je me posais à l'époque. Et à un moment donné, j'ai rencontré un thérapeute avec qui ça a vraiment connecté parce que je sentais qu'il s'y connaissait mieux et son approche était beaucoup plus intéressante parce qu'il me ramenait à moi, à mon histoire, à ma vie, à ma façon de voir la vie, etc. Et il m'a aidé à vraiment voir que le vaginisme, en fait, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Et en fait, c'était un message de mon corps pour m'alerter sur des choses sur lesquelles je devais travailler. C'est ce que j'ai fait parce que ça, je le dis tout le temps, même dans mes accompagnements, et c'est vraiment la plus belle prise de conscience que j'ai eue avec mon parcours de guérison du vaginisme. C'est que le vaginisme, en fait, il n'est jamais là par hasard et il n'est pas que physique. En fait, même si le trouble se manifeste par un blocage physique, très souvent c'est psychologique. Et beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme ont besoin sur leur parcours de faire un vrai travail sur elles pour aller guérir, libérer, apaiser, harmoniser plein de choses
qu'elles n'ont pas fait, qu'elles ont laissé de côté pendant des années, qu'elles ont refoulé. Et en fait, moi, c'est ce travail que j'ai fait avec ce thérapeute qui m'a vraiment permis de mettre le doigt sur les vrais problèmes que j'avais et qu'il était urgent de régler. Du coup, c'est ce travail que j'ai fait. Donc, j'ai réussi par la suite à guérir. Et après ma guérison, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Tu es devenue maman, c'est ça? Exactement, je suis devenue maman. Ta grossesse, tu l'as appréhendée? Alors, en fait, comme j'avais déjà entrepris un vrai travail sur moi avant de tomber enceinte, parce que je suis tombée enceinte quelques mois après ma guérison, à cette époque, j'avais déjà en plus bien avancé sur un parcours de travail personnel, de développement personnel. Donc, j'avais mes outils, je savais que c'était quoi la grossesse, je savais comment ça allait se passer, je savais ce qu'était l'utérus. En fait, je me connaissais mieux en tant que femme. D'accord. Tu as appris à te connaître. Voilà, connaître, à me redécouvrir, à m'explorer, parce que je pense que c'est l'inconnu aussi qui fait peur. Et même des femmes qui sont dans le corps médical, hein. Moi, j'ai des patientes infirmières, mais qui s'occupaient bien des autres femmes, qui les connaissaient sur le bout des doigts, mais elles-mêmes, elles ne se connaissaient pas. Elle me disait, mais c'est incroyable, tous les jours, j'aide des femmes, je suis vraiment au service d'autres femmes. Mais pour elles, c'était impossible de se découvrir, d'aller s'explorer. Souvent, je donne un exercice aux femmes que j'accompagne, l'exercice du miroir, qui consiste à prendre un petit miroir et à aller s'explorer, regarder ses parties intimes. Et il y a beaucoup de femmes, même après 30 ans, qui me disent, mais cet exercice, je ne l'ai jamais fait. Elles se sont jamais observées. C'est très important. Moi, je l'ai fait beaucoup plus tard aussi. Et c'est vrai que c'est un exercice qui reconnecte à soi et ça permet à la femme de se connaître, en fait, en tant que femme. Et quand on se connaît, c'est différent. C'est important. C'est vraiment important. C'est important. Très important. Vraiment très important. Ça enlève beaucoup de peur, en fait, finalement. Bien sûr. Est-ce que le vaginisme, il y a deux formes de vaginisme. D'accord. Il y a le vaginisme primaire, qui est un vaginisme qu'on découvre au tout début de sa vie sexuelle. Donc, quand on commence ses premiers rapports et qu'on voit que ça passe pas. Et au bout de 6 mois, et c'est ce que la définition de l'OMS, au bout de 6 mois, si les rapports sont impossibles, voire très, très douloureux, on peut parler de vaginisme. Et en fait, ce vaginisme-là, souvent, on le découvre, soit sa nuit de noces, ou à la première fois qu'on essaie d'avoir un rapport sexuel avec un conjoint, ou même les premières fois qu'on essaie d'insérer un tampon et que ça passe pas. Et après, il y a le vaginisme secondaire. Le vaginisme secondaire, dans sa définition, c'est le vaginisme qui survient après une vie sexuelle normale, épanouissante, où tout s'est bien passé. Et d'un coup, la femme voit que les rapports sont plus possibles, elle est bloquée, et souvent ça peut venir d'un traumatisme lié par exemple à la perte d'un être cher, ou à un deuil, ou à un accouchement qui s'est mal passé. D'accord. Donc ça, c'est important de voir ces deux formes de vaginisme. Après, le vaginisme, s'il est vraiment pris en charge, la patiente a bien travaillé sur l'aspect physique, psychologique, et que le travail nécessaire a été fait, et que même par la suite, elle a continué à travailler sur elle, le vaginisme ne revient pas. D'accord. Par contre, si elle a guéri juste avec un travail au niveau physique, parce qu'elle a forcé, parce qu'à un moment donné, il y a des femmes malheureusement qui vont forcer pour juste se dire c'est bon, j'ai une pénétration. Quand le vrai travail n'est pas fait intérieurement, le vrai travail de guérison, effectivement, ça peut revenir. C'est pour ça que moi, j'incite vraiment les femmes à entreprendre un vrai travail sur elles, au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau psychique, physique, pour vraiment se libérer en fait de tout ce qui constituait des freins à leur épanouissement sexuel. Et quand c'est comme ça ne revient pas. Moi, par exemple, c'est jamais revenu. Et les femmes que j'ai aidées, c'est jamais revenu. Mais je sais qu'il y a des femmes qui, des fois, me contactent pour le vaginisme, elles essaient des techniques, elles me disent, c'est bon, j'ai réussi avec mon mari, c'est passé. Et 3 semaines, un mois et demi après, elles reviennent me dire, je suis bloquée à nouveau. Pour moi, c'est parce que le vrai travail n'a pas été suffisamment fait. Ça a été vraiment fait en surface, et du coup, là, ça peut revenir effectivement. D'accord, merci en tout cas pour toutes ces explications. Alors, de ton histoire, tu as décidé de devenir coach experte en vaginisme. Tu as créé la méthode Je guéris du vaginisme qui repose sur 5 piliers. Est-ce que tu peux nous expliquer ton programme, s'il te plaît, Marie? Ouais. On t'écoute attentivement parce que je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé. Ouais. Alors, après ma guérison, en fait, je me suis vraiment sentie comme appelée. C'est des fois, quand je l'explique, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais je pense que quand on a une mission de vie, où on a quelque chose, et moi, je crois énormément à ça, hein, que chaque être humain
est vraiment sur Terre pour une mission, pour rendre le monde meilleur, pour aider des autres, etc. Et ça peut se manifester par différents moyens. Ça peut être des médecins, des infirmières, des personnes qui œuvrent pour l'écologie, pour les enfants, pour l'environnement, etc. Et moi, je pense que vraiment, c'est Dieu, je suis croyante, qui m'a vraiment positionnée sur ce créneau-là du vaginisme. Parce qu'après ma guérison, en fait, je me suis dit, oh là là, je suis contente, je vais pouvoir profiter maintenant. Je vais clôturer ce chapitre de ma vie qui a été quand même douloureux, même s'il était très, très, très enrichissant et formateur. Et je voulais juste oublier cette étape et puis voilà, passer à autre chose, vivre ma vie comme je la vivais. Sauf que c'était impossible en fait. J'avais comme ma petite voix là que j'ai commencé à écouter en ce moment-là qui me disait mais non, Mam, là, ce serait égoïste de ta part. Tu sais qu'il y a encore des femmes qui souffrent. Et puis toi, ce que tu as appris sur ce chemin-là de guérison, il est juste important en fait de le transmettre à d'autres femmes. À l'époque, ce n'était pas aussi clair que ça, D'accord. mais je me sentais vraiment poussée à aller vers ça. Et c'est là où je décide de me former. Donc, je me formais en coaching, en neurosciences et en thérapie alternative, plein de thérapies. J'adore les médecines douces et tout ce qui touche à l'humain. J'adore l'humain, j'adore centré sur analyser. ça, ouais. Oui, voilà. Et puis, je pense que j'ai des facilités par rapport à l'humain, aux relations. Et souvent, les gens, même avant que je devienne coach, les personnes me disaient, Mam, c'est incroyable, dès qu'on te parle, tu nous aides à y voir plus clair, tu nous donnes de la motivation et du focus. Et à l'époque, quand j'étais comptable, je me rappelle, mon bureau, c'était un peu le bureau assistante sociale, quoi. Le matin, dès le lundi matin, donc toutes mes collègues, les galères du week-end qu'elles avaient avec leurs conjoints, leurs parents, elles arrivaient. Ouais. Et elles me disaient, c'est incroyable, dès qu'on te parle, on se sent mieux, on se sent apaisé, il y a quelque chose et tout. C'est vraiment fait pour ça, quoi. Ouais, voilà. Et c'est une collègue, franchement, c'est fou parce qu'elle m'a dit, je pense que tu devrais faire coach. Moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était le métier de coach quand j'étais comptable. Puis un jour, je regarde, puis je vois des formations, je m'inscris, je fais ma formation, je suis formée à l'école française de coaching. Et après ma formation, les outils que j'avais appris, que j'avais appliqués sur moi, qui avaient juste donné des résultats incroyables. Mon entourage commençait à me voir changer. Les gens me disaient, mais c'est incroyable, tu n'es plus la même personne, tu es devenue très positive, tu es vraiment rayonnante. Enfin, il y a quelque chose qui avait changé, effectivement, et je le sentais. Et c'est là où j'ai compris que ce que j'avais vécu à travers mon vaginisme n'était pas anodin. Comme pendant mon parcours, j'avais tout documenté, j'écrivais beaucoup. J'adore écrire. Donc, j'écrivais plein de choses. Et à un moment donné, je me suis posée avec toutes mes notes. Et je pense que c'est vraiment avec l'aide de Dieu aussi, parce que franchement, quand j'y repense, c'était incroyable. J'ai reconstitué un contenu chronologiquement de tout ce que j'avais fait. Et c'était comme s'il y avait une méthode qui était sortie de cette analyse-là. Donc, j'ai commencé à créer à cette époque-là les étapes de la méthode Je guéris du vaginisme. Oui. Donc, ils sont organisés autour de 5 piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'état d'esprit. D'accord. Donc, l'état d'esprit positif à avoir, puisque c'est très important. Il y a le deuxième pilier sur la connaissance du corps de la femme, donc tout en enseignant autour du corps de la femme. Un troisième pilier sur les croyances limitantes, tout ce qui concerne en fait l'esprit, les croyances limitantes. Par exemple, les femmes qui ont encore la croyance limitante que le sexe est sale, que le sexe c'est pas bien, faire l'amour ça fait mal. Donc tout ça, en fait, il est important d'aller les déloger pour les remplacer par des croyances plus positives et plus porteuses qui vont aider ces femmes à guérir. Donc ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est autour de la guérison des blessures du passé. Donc tu sais, quand on a vécu des tabous, souvent on a tendance à les refouler et à ne pas vouloir s'en occuper parce que c'est douloureux. Moi, c'était important de revivre ce que j'avais vécu, de me pardonner moi et de pardonner à mon agresseur. Et ça, je pense que beaucoup de femmes en ont besoin pour se libérer. Et d'ailleurs, je renvoie à mon dernier podcast sur tout ce qui est le viol, la mémoire post-traumatique, etc. Très, très important. Et ça, on l'oublie des fois parce que souvent, on vit ce genre de souffrance et puis on se dit non, on ne va pas en parler. Bien sûr. Puis souvent, parce qu'on n'ose pas en parler, les familles, des fois, ne croient pas. Hein, quand tu vas raconter que tu t'es fait violer par un oncle, un beau-père, c'est dur. Bien même pour ne pas subir, on va dire, le regard des autres. Tu sais, c'est important chez nous. Exactement. Et même la peur de semer la zizanie dans les familles. Du coup, ça, c'est le pilier 4 autour de la guérison des blessures du passé. Et le dernier pilier qui est très important, c'est autour de la féminité et de la reconnexion à soi et de la confiance en soi aussi, en tant que femme. D'accord, c'est génial. Où est-ce qu'on peut trouver ton programme? Alors, le programme, il y a énormément d'informations déjà sur mon blog « Je guéris du vaginisme » que tu peux retrouver. Voilà. Je mettrai les liens. Je mettrai les liens sous le post. Voilà. Alors, le programme, en fait, je ne le propose pas en accès libre. Il y a vraiment comme
je dirais pas une sélection, mais presque. D'accord. Parce que je veux vraiment m'assurer que les femmes qu'on accompagne avec mon équipe sont prêtes. Parce que oui, justement, tu n'es pas toute seule en fait, tu as vraiment une équipe qui t'accompagne. Oui, tout à fait. J'ai une superbe équipe, je les appelle les femmes magiques qui m'accompagnent dans cette belle aventure. Elles sont juste géniales. Toutes des anciennes patientes pour la plupart. C'est devenu leur mission de vie également. Et c'est des femmes avec qui il y a eu vraiment des belles connexions d'âme. En fait, c'est comme des âmes sœurs, des sœurs jumelles, parce que quand on se parle, on se comprend et savent à quel point c'est important pour moi cette mission. Et voilà, donc j'ai une équipe, c'est vraiment... et c'est pour ça que plein de gens, des fois, voient tout ce que je fais, me disent « Mam, c'est génial ce que tu fais, waouh, t'es partout, etc. » Alors, c'est grâce à mon équipe si je peux aujourd'hui, par exemple, écrire un livre, préparer des conférences, voilà, participer, par exemple, à des interviews, avoir ce temps-là. C'est parce que j'ai vraiment une équipe qui me soutient au quotidien dans cette belle mission. Et tout ça ne serait pas possible sans elle. Merci en tout cas à ton équipe et à toi aussi. Et je mettrai donc en lien tes réseaux sociaux et ton site internet afin de pouvoir te retrouver. Et tu es également sur Insta, tu es active. Oui, je suis sur Insta, j'adore ce réseau social, je trouve très dynamique et je trouve que sur Insta, les gens se livrent facilement, parlent naturellement, je sais pas, il y a de la magie sur Insta et du coup, j'ai un compte qui est assez vivant, avec l'équipe, on poste régulièrement, on a des stories et on fait des quiz aussi avec la communauté. Et là, j'ai aussi un groupe sur Facebook qui est aussi une communauté que j'ai développée depuis plusieurs années. Il y a à peu près 3000 femmes dans le groupe. D'accord. Et d'ailleurs, dans ce groupe que j'ai organisé le challenge 2G, qui était un challenge pour aider les femmes à guérir du vaginisme et à tomber enceinte, pour celles qui le souhaitent. Et c'était vraiment merveilleux. Tu vas en faire d'autres ou pas? Je vais en faire d'autres, mais c'est sûr, avec ce qu'on a vécu là et les retours qu'on a eus, on en fera d'autres. Je pense qu'on va en recréer bientôt un autre. Et c'est 5 jours gratuits de contenu offert à la communauté. Et c'est vraiment, voilà, il faut s'inscrire, c'est gratuit. Et à chaque fois qu'on organise ça, on en part sur Instagram, YouTube et sur le blog pour que les personnes puissent s'inscrire. J'ai aussi mon site internet, donc mamdantibadiane.com. Vous pouvez trouver également les actualités, les conférences et tout ce que je fais autour de la thématique du vaginisme. Je mettrai tous les liens sous la publication. Et aujourd'hui, tu en es où? Tu en es où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'en ai où? Je suis très contente de tout ce que j'ai réussi à créer autour de cette thématique. J'ai envie aujourd'hui d'avoir aussi d'autres projets autour de l'humanitaire, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je suis d'origine sénégalaise. On a un point commun. Ouais. 2 points communs, du coup, là, pour le coup. Ouais. Je pense que l'année prochaine, je passerai beaucoup plus de temps au Sénégal qu'en France, justement par rapport à ces causes humanitaires, parce que maintenant, comme j'ai une équipe, et je sais que l'équipe est très autonome, je pense qu'avec le temps que j'aurai en plus, je pourrai aller plus loin au Sénégal et aider des talibés au Sénégal. J'ai une association qui s'appelle Hop 911 pour aider les talibés au Sénégal. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui me nourrit. Donc je serai toujours dans l'écosystème du vaginisme et je serai toujours au cœur de ce projet. Mais je pense que je vais aussi développer d'autres projets autour de l'humanitaire. J'ai aussi un livre qui va sortir aux éditions Le Duc l'année prochaine. Waouh! Donc je suis dessus. Et un autre livre aussi. Donc, en fait, je les écris voilà. Donc, Ah, trop bien. J'espère que j'en ai rien à dédicacer. Avec grand plaisir. Je remercie aussi mon éditrice qui est super et qui me fait confiance pour l'écriture de ce livre-là qui sortira en 2022. Trop bien. Ouais, franchement, je suis super contente parce que je sens que ça va être un livre qui va toucher beaucoup de femmes, pas que les femmes vaginiques. Je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître et le but, c'est vraiment partager des messages pour aider les femmes à être plus dans leur puissance en fait de femmes, parce que derrière il y a une vraie volonté de rendre les femmes qu'elles aient plus confiance en elles, qu'elles prennent leur place, qu'elles soient dans leur leadership, qu'elles osent en fait, qu'elles soient audacieuses, qu'elles osent prendre leur place, rayonner, briller et contribuer à un monde meilleur. Et ça me tient vraiment à cœur. Vraiment. Tout ce que je te souhaite, de t'accomplir et de réaliser tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites. Merci beaucoup, Aïcha. Qu'est-ce que tu souhaites dire à celles et ceux qui nous écoutent et surtout à celles justement qui traversent en ce moment cette épreuve du vaginisme? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que de ne pas culpabiliser
parce que on peut très vite culpabiliser, se sentir responsable, se trouver nul, de ne pas culpabiliser, surtout de se faire aider, de ne pas rester seul, de ne pas penser qu'avec le temps, ça va se régler tout seul. Pas du tout. Le vaginisme, il faut vraiment s'en occuper sérieusement. Le temps ne le règle pas, au contraire, le temps va juste l'installer davantage. Chercher des solutions parce qu'il y a des solutions qui existent pour guérir et croire en leur guérison et croire en elles-mêmes et surtout voir ce vaginisme comme une opportunité de croissance et d'évolution. Moi, je sais que si je n'avais pas eu ce vaginisme, je ne serais jamais la femme que je suis aujourd'hui. Avec le recul, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette épreuve. Il y a toujours une bénédiction derrière. Je suis croyante. Je vois toujours une épreuve comme quelque chose qui est aussi là pour me faire grandir, me faire évoluer, me faire changer intérieurement. Donc, de vraiment le voir comme, même si c'est difficile au début de ne pas le voir comme ça, et c'est normal, mais de vraiment, petit à petit, le voir différemment. En tout cas, se mettre en place des choses, passer à l'action pour en guérir, parce que oui, ça se guérit, c'est pas incurable, ce n'est pas une fatalité. Beaucoup de femmes en guérissent. J'ai déjà aidé plus de 250 femmes à en guérir, donc toutes les femmes peuvent guérir. Et surtout de ne pas rester seule et d'en parler aux bonnes personnes, de rejoindre par exemple des groupes, des communautés où on en parle, de venir se renseigner sur des blogs, des articles, se faire accompagner aussi, parce que l'accompagnement est très très important. Voilà. Très beau message en tout cas. Alors, je te propose de te poser 10 questions et tu me réponds comme tu le sens en moins de 10 secondes, hein, vraiment très rapidement. C'est OK pour toi? C'est bon? OK, parfait, j'adore. OK, vraiment. Alors, quand as-tu su que tu étais sur la bonne voie professionnelle? C'est quand j'ai écouté ma petite voix qui m'a dit, vas-y, c'est ça ta destinée, fonce, et voilà. C'était une évidence pour moi. C'est quand j'ai été à l'écoute de moi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire tous les jours? C'est la prière. J'adore me reconnecter à moi. J'aime beaucoup mes moments de reconnexion, de solitude aussi. Je m'écoute, je prie et voilà, c'est vraiment un moment pour moi privilégié. Et j'en ai besoin. Je pense que je ne peux pas passer une journée sans avoir ce temps de recueillement, de prière et de méditation. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Alors, j'ai très peu peur. C'est vrai que moi, la peur, je ne sais plus trop ce que c'est. Bah oui. Quelle question? J'ai gommé la peur de ma vie, donc je ne sais pas, franchement, j'ai quasiment plus peur. Et donc, c'est une question qui est difficile pour moi parce que je fais tout ce que j'ai envie de faire. La peur, c'est plus un frein pour moi. Au contraire, quand j'ai peur, je me dis c'est important, c'est pour ça que j'ai peur, donc je fonce. Donc, je ne sais pas quoi te répondre que de dire la peur fait partie du jeu et il faut justement l'apprivoiser et y aller. C'est un signal que c'est important pour vous, ce que vous vous apprêtez à faire et de foncer, quoi. Quelle personne t'inspire au quotidien? Alors, au singulier ou au pluriel? Est-ce que je t'en dis une ou plusieurs? Peu importe. Peu importe. Au singulier. Je dirais ma mère, parce que je trouve que c'est une femme vraiment forte. Elle est partie de rien et bâtit un empire. Voilà. C'est une femme d'affaires sénégalaise, africaine, comme tu peux connaître, mais qui est vraiment partie de rien, mais qui a un empire aujourd'hui. Et des fois, je me dis, waouh, ma mère, c'est incroyable parce qu'elle a réussi à construire alors qu'elle n'a pas fait des longues études. Donc, je pense qu'elle s'est arrêtée au bac. Voilà. Moi, je me dis, mais des fois, elle est visionnaire. Et quand tu lui poses des questions, elle te répond, mais d'une justesse. Et moi, j'écoute toujours ma mère parce que je sais qu'elle a une longueur d'avance en fait sur beaucoup de choses de la vie. C'est quoi le moteur de ta vie? Moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Franchement, je trouve cette énergie tellement porteuse. Elle guérit. Et tout ce que je le fais avec amour. Je pense qu'il n'y avait pas l'amour dans la vie, je serais morte depuis longtemps. Moi, c'est l'amour qui me porte, l'amour de mes proches, l'amour de ma famille, l'amour de mes amis, l'amour de mon travail, l'amour des gens qui m'entourent, l'amour de mes collaboratrices, l'amour de mon équipe et l'amour de mes patientes. Vraiment, l'amour, c'est une énergie, moi, qui me définit et qui me fait du bien. Et pour moi, elle est très, très importante parce qu'elle apaise, elle guérit, elle répare, elle unit aussi. Est-ce qu'il y a une personne envers qui tu es la plus reconnaissante? Toujours ma mère, hein. Moi, elle m'inspire. Je sais que c'est grâce à elle que j'ai ce côté fonceuse. C'est une maman poule aussi, hein. Elle nous a beaucoup aidé mes frères et sœurs. Pour moi, c'est vraiment la personne envers qui je suis très reconnaissante. J'en ai plein, mais s'il y a une personne, je citerai maman. D'accord. Quel est ton plus grand challenge de l'année? Alors, mon plus grand challenge de l'année, ce serait de traduire mon programme en anglais et en d'autres langues. Parce que j'ai vu comment ça a aidé beaucoup de femmes francophones. Ouais. Et depuis plusieurs mois, j'ai comme rêve et projet de le traduire en anglais
plus tard en arabe, parce que beaucoup de femmes qui parlent anglais et arabe, qui s'intéressent au programme parce qu'elles souffrent de vaginisme. Et pour l'instant, mon programme aide que des femmes francophones. C'est une frustration, j'avoue, que j'ai. Donc, cette année, j'ai vraiment envie de trouver les bonnes personnes qui vont m'aider à traduire tout le programme. C'est un énorme projet, donc je suis déjà dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas t'autoriser à faire à partir de maintenant? Alors, ce que je vais m'autoriser à faire à partir de maintenant, c'est d'aller plus souvent au Sénégal, qui est mon pays d'origine. J'ai énormément de projets pour le Sénégal, que ce soit au niveau humanitaire, mais aussi pour les femmes rurales. Et c'est vrai que depuis que je vis en France, j'y vais aller une fois par an, ou même peut-être il y a des années où je ne suis pas allée. Et maintenant, j'ai envie d'y aller régulièrement parce que je projette aussi, Inch'Allah, de pouvoir rentrer définitivement y vivre. Et du coup, c'est vraiment en tout cas d'y aller régulièrement pour voir un petit peu voilà, comment ça se passe là-bas et apporter en fait ma pierre à l'édifice aussi et faire changer les choses là-bas. Top. Si tu devais retenir un seul moment important de ta vie, ce serait lequel? Un seul moment important. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais un seul. L'un des moments les plus importants, c'est la naissance de mon fils. C'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, je suis maman et je suis responsable d'un petit bout de chou. Et du coup, en fait, je pense que ça a changé beaucoup de choses pour moi par la suite, tout dans l'idée d'inspirer quelqu'un. Parce que je me dis que les personnes qu'on inspire le plus, ce sont nos enfants. Et en ce moment-là, je pense qu'il y a un déclic qui s'est passé dans ma tête de me dire, waouh, maintenant, tu as une personne qui sera non seulement sous ta responsabilité, c'est un dépôt, hein, on le dit, les enfants, c'est des amanas. Et en plus, tu vas devoir l'inspirer. Et voilà, là, c'était très important. Je pense que c'est ce qui a quand même, par la suite, dessiné toute ma trajectoire. C'est là où j'ai décidé d'être à mon compte, de devenir entrepreneur. Et voilà, donc je pense que ça, c'était quand même un moment très fort. La maternité, moi, ça m'a complètement... c'était très fort comme moment. Ouais, ça, je m'en souviendrai toujours. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans tes propos, en tout cas. Et la dernière question, est-ce que tu es fière de toi, Mam? Oui, je suis très, très, très fière de moi. Hier, je faisais, je ne sais pas si tu le fais, mais je recommande souvent de faire cet exercice. À chaque fin de cycle, tu sais, là, on vient de terminer le premier trimestre 2021, Oui. c'est de trouver un mot qui va donner le ton au prochain trimestre ou un mot qui va t'inspirer. D'accord. Et le premier trimestre, pour moi, ça a été impact. Et là, j'ai choisi, bon, là, pour le coup, j'ai choisi deux. Il y avait renaissance et fierté. Pourquoi tu as choisi ces mots, du coup? Renaissance, parce que je pense que la vie, c'est fait de cycles. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai l'impression à chaque fois de terminer un cycle, d'en redémarrer un autre, de clôturer un cycle, de faire un peu comme des fins de cycle, des nouveaux départs, et donc du coup, d'être toujours dans une vague de changement et d'évolution. Donc là, c'était un peu comme avec le printemps, voilà, une renaissance, un nouveau cycle, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets aussi et des nouvelles intentions pour la suite. Donc ça, c'était par rapport à Renaissance. Et fierté, en fait, je me suis posée et puis je me suis... en fait, j'ai revu en fait tout le parcours, le chemin qui a été parcouru. C'est des choses que je ne fais pas souvent. Honnêtement, je regarde jamais... Voilà, je ne vais pas forcément regarder en arrière pour me dire « Ah, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça ». Je le sais, je le célèbre, je le sais. Mais c'est vrai que ces derniers jours, il y a un truc je me suis dit, waouh, quel chemin. Il y a quand même eu du chemin qui a été parcouru et j'ai vraiment senti un sentiment de fierté. Et j'étais plutôt contente, en fait, de me dire, j'espère que ça inspirera d'autres aussi. J'espère que mon parcours et mon histoire va pouvoir montrer à d'autres personnes qu'en fait, tout est possible. Et c'est important, en fait, d'être fière de son parcours, de son histoire, d'où on vient, de ce qu'on a réussi à faire et à mettre en place pour inspirer d'autres aussi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Mam, de t'être livrée vraiment avec beaucoup de sincérité, beaucoup de bienveillance, de douceur. Merci en tout cas pour la confiance vraiment que tu m'as accordée, de ton temps surtout. Merci. Et merci à toi, Aïcha, aussi, parce que franchement, je trouve que tu fais un merveilleux travail avec ce podcast, de mettre en lumière aussi des parcours de vie inspirants et de vraiment parler de sujets tabous, hein, parce que quand on parle de sujets tabous, on met de la lumière dessus et ça permet déjà moins de tabous et donc plus d'action pour tous ces sujets qui sont très, très importants. Donc, tu peux être fière de toi aussi, j'espère que tu l'es, pour tout ce que tu fais au quotidien. Je suis fière, je suis fière, je suis fière.
Génial, je suis très contente d'entendre ça parce que franchement, je trouve que tu fais aussi un merveilleux travail avec ce podcast et je t'encourage aussi à aller encore plus loin et à inspirer beaucoup de personnes par ces partages de témoignages. Merci à toi. Merci. On se dit à très vite. À très vite, Aïcha. Prends soin de toi. Ciao. Merci, toi aussi. Merci beaucoup à notre invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie, comme vous l'avez entendu, hors du commun. Alors si vous aussi vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez également venir briser un tabou, je vous invite à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans un mois sur le podcast Jigen sans tabou pour un nouveau témoignage et briser ensemble tous les tabous. À bientôt.